Tu sais, il y a des prisons que l'on ne voit pas. Des murs qui ne sont pas en pierre, mais en chiffres. Des chaînes qui ne sont pas en fer, mais en dette, en obligation, en cette angoisse sourde qui te réveille parfois à 3 heures du matin, quand le silence est si lourd que tu entends le tic-tac de tes propres préoccupations. C'est de cette prison-là que je veux te parler aujourd'hui. De cette emprise que l'argent, ou plutôt notre rapport à l'argent, exerce sur nos vies, sur nos choix, sur nos rêves mêmes. C'est un sujet profond, intime, et qui touche à ce que nous sommes vraiment, au-delà des apparences. Alors, installe-toi confortablement. Prends ce temps pour toi. Ce n'est pas un cours, ce n'est pas un sermon. C'est une conversation. Une longue et lente conversation, comme celle qu'on aurait au coin d'un feu, quand la nuit permet de dire les choses essentielles. Et si ce que tu vas entendre résonne en toi, si tu sens que cette voix parle pour toi aussi, alors je t'invite vraiment à rester avec moi jusqu'au bout de ce chemin. Mets la vidéo en pause si tu dois le faire, mais prévois ce moment. Abonne-toi à cette chaîne, active la petite cloche, parce que ce que nous allons explorer ensemble, c'est un voyage qui se fait en plusieurs étapes, et je ne voudrais pas que tu manques les suivantes. Partage aussi, si tu penses que cela peut concerner quelqu'un que tu aimes. Parce que ces prisons sont souvent silencieuses, et parfois, il suffit d'une voix pour commencer à en chercher la clé. Et cette clé, nous allons la forger ensemble, mot après mot, réflexion après réflexion. Imagine, un instant, la pression que tu ressens chaque fin de mois. Ce n'est pas seulement une question de maths, de chiffres qui s'additionnent et se soustraient. C'est bien plus viscéral. C'est la peur de manquer. La peur de ne pas pouvoir faire face. La peur de décevoir, de perdre ce que tu as bâti, de voir s'effondrer l'image que tu présentes au monde. Cette peur, elle est un maître extrêmement puissant. Elle dicte des comportements que tu ne comprends pas toujours. Elle te pousse à accepter un travail qui t'éteint à petit feu, par sécurité. Elle te fait garder le silence quand tu devrais négocier une augmentation, de peur de créer un conflit. Elle te fait acheter parfois des choses que tu ne désires pas vraiment, pour entretenir une certaine idée de toi aux yeux des autres. C'est là, dans cette dynamique de la peur, que nous retrouvons les intuitions d'un observateur exceptionnel de la nature humaine, Nicolas Machiavel. Lui, il ne parlait pas de finances personnelles, bien sûr. Il parlait de pouvoir, de principauté, de la manière de les conquérir et de les garder. Mais au cœur de sa réflexion, il y a cette idée, d'une clarté presque brutale, il est bien plus sûr pour un prince d'être craint que d'être aimé. La peur, disait-il en substance, est une garante de loyauté bien plus fiable que l'affection. Maintenant, transporte cette idée dans ton propre royaume intérieur. Qui est le prince dans ta vie? Souvent, c'est cette image sociale, ce personnage que tu dois incarner, le bon employé, le parent qui assure, l'ami toujours généreux, la personne qui a réussi. Et qui est le sujet, le citoyen qui obéit? C'est toi, ta volonté profonde, tes aspirations secrètes. Et quelle est la monnaie de cette loyauté forcée? C'est très souvent l'argent, ou plutôt, la peur de perdre ce que l'argent représente, la sécurité, le statut, le regard approbateur des autres. La grande ruse de cette emprise financière, c'est qu'elle se présente rarement comme une tyrannie évidente. Elle est insidieuse. Elle se déguise en pragmatisme, en responsabilité, en réalité du monde. On te dit qu'il faut être raisonnable. On te félicite pour ta prudence. On t'encourage à construire ta cage avec des barreaux dorés, un crédit immobilier pour une maison plus grande que tes besoins, une voiture qui clame ton succès, des vacances qui doivent être spectaculaires à partager sur les réseaux. Tu deviens l'architecte de ta propre prison, parce que tu crois répondre à des désirs qui sont en réalité des obligations sociales. Machiavel l'avait bien compris. Pour gouverner, il faut comprendre les passions humaines, et surtout, savoir les utiliser. Le système, dans sa grande machine, comprend parfaitement tes passions, ton besoin d'appartenance, ton désir de reconnaissance, ta vulnérabilité face au jugement. Et il les utilise pour te rendre docile, prévisible, dépendant de ton flux de revenus. Tu travailles non pas pour vivre, mais pour entretenir le personnage dont la survie sociale dépend de ses symboles financiers. C'est un jeu de miroir épuisant. Prenons un exemple tout simple, une scène que tu as peut-être vécue. Tu es à un dîner entre amis. La conversation tourne autour des projets de vacances. L'un parle de ses 2 semaines aux Maldives, l'autre d'un trek au Népal. Toi, tu avais prévu un séjour simple à la campagne, chez de la famille. Mais soudain, sous le poids de ces récits, ton projet te semble terne, presque honteux. Tu te surprends à enrober la réalité, à ajouter des détails pour qu'elle paraisse plus attrayante. Et peut-être, dans les jours qui suivent, cette petite graine d'insécurité va germer. Tu vas commencer à regarder des offres de last minute, à te dire, pour une fois, à envisager de puiser dans ton épargne, ou pire, de mettre à contribution ta carte de crédit. Pourquoi? Pour l'expérience? Parfois, oui,
Mais souvent, pour ne pas perdre la face. Pour maintenir ton rang dans ce micro-principe social. Pour être aimé, ou du moins, pour ne pas être moins considéré. Machiavel te dirait peut-être que chercher l'amour de cette manière est une stratégie fragile. Parce qu'elle te rend vulnérable. Elle te lie au caprice du regard d'autrui. Et celui qui est lié au caprice des autres a déjà perdu une part essentielle de sa liberté. Alors, comment sortir de cette spirale? La première étape, et c'est peut-être la plus difficile, c'est de reconnaître la peur. De la regarder en face, sans phare. De l'accepter comme une partie du paysage, et non comme une fatalité. Les stoïciens, ces philosophes de l'Antiquité comme Sénèque ou Marc Aurèle, avaient une approche lumineuse sur ce point. Ils ne prétendaient pas éradiquer la peur. Ils enseignaient à la distinguer des faits. Entre l'événement et notre réaction, il y a un espace. Dans cet espace se trouve notre liberté et notre puissance. Tu as peur de perdre ton emploi? C'est une émotion réelle. Mais est-ce un fait? Pas encore. Et même si ce fait se produisait, quelle est la part réelle du désastre? Pourrait-elle être surmontée? En te posant ces questions, tu commences à désamorcer le pouvoir hypnotique de la peur. Tu redeviens acteur. Tu ne subis plus la situation, tu l'observes. Et c'est dans cet espace d'observation que naît la possibilité d'un autre choix. Cela passe par un travail de lucidité sur tes propres désirs. Qui veut vraiment cette nouvelle voiture? Est-ce toi, pour le plaisir de la conduite, pour un besoin réel de confort ou de fiabilité? Ou est-ce cette voix en toi qui compare, qui envie, qui veut signifier quelque chose à ton voisin, à tes collègues, à cette communauté virtuelle qui ne te connaît même pas? Il faut faire le tri, avec une honnêteté impitoyable et bienveillante à la fois. C'est un processus lent, presque archéologique. On creuse sous les couches de conditionnement social, de publicité intériorisée, d'attente familiale, pour retrouver le noyau de ses véritables aspirations. Souvent, on découvre que nos désirs les plus simples ont du temps, de la paix, des relations authentiques, la maîtrise de notre emploi du temps sont complètement étouffés sous le bruit des désirs imposés. Et ces désirs simples, paradoxalement, coûtent souvent très peu d'argent. Ils coûtent du courage, par contre. Le courage de dire non. Le courage de paraître différent. Le courage de renoncer à certaines sécurités illusoires pour gagner une liberté réelle. Machiavel, dans son réalisme froid, parlait aussi de la vertu. Ce n'est pas la vertu au sens moral, mais la force d'âme, la capacité d'agir avec énergie et détermination en fonction des circonstances, en se libérant des schémas habituels. Avoir de la vertu, face à l'emprise financière, c'est précisément cela. C'est avoir le courage de redéfinir les règles du jeu pour toi-même. C'est comprendre les mécanismes de la peur et du désir non pas pour les subir, mais pour naviguer parmi eux avec une intention claire. C'est devenir le prince de ton propre royaume intérieur. Et un bon prince, selon Machiavel, doit avant tout savoir se connaître lui-même et connaître la nature de ceux qui l'entourent. Connais-toi toi-même, disait aussi Socrate. Commence par là. Quelle est ta véritable nature, sous les strates de devoirs financiers? De quoi as-tu vraiment peur? Est-ce la pauvreté matérielle, ou est-ce le déclassement social? Est-ce la précarité, ou est-ce le jugement? La réponse à ces questions est ta première carte pour t'orienter. Ensuite, il s'agit de reprendre le contrôle de la narration. On vit dans un monde d'histoire. On nous raconte sans cesse l'histoire du succès, qui passe par la consommation et l'accumulation. On nous raconte l'histoire du risque, qui doit être évité à tout prix. On nous raconte l'histoire de la normalité, qui est un couloir étroit de comportements acceptables. Et si tu te contentes de répéter ces histoires, tu restes un sujet dans le récit de quelqu'un d'autre. Libérer son esprit de l'emprise financière, c'est aussi se mettre à écrire sa propre histoire. Une histoire où la richesse n'est pas seulement un chiffre en banque, mais une mesure de ton autonomie, de ton temps libre, de ta capacité à dire « oui » aux expériences qui te font du bien et non aux obligations qui t'écrasent. C'est une histoire où la sécurité n'est plus une cage dorée, mais la confiance en ta propre capacité à rebondir, à apprendre, à créer, même si les circonstances changent. Cela implique des actions concrètes, bien sûr. Faire le point sur tes comptes, non pas avec angoisse, mais avec la curiosité d'un explorateur qui cartographie un territoire. Comprendre où va ton argent, euro par euro. Tu seras peut-être surpris de découvrir combien de ressources sont englouties par des choses qui ne t'apportent aucune joie réelle, mais qui servent uniquement à apaiser l'anxiété sociale ou à combler un ennui passager. Ce n'est pas un exercice de culpabilité, c'est un exercice de pouvoir. Chaque euro dont tu traces le destin est un euro sur lequel tu reprends un pouvoir de décision. Et petit à petit, tu peux commencer à les réorienter. Non pas vers une austérité punitive, mais vers ce qui, vraiment, te fait du bien et te construit. Vers un cours qui développe une compétence, vers un livre qui ouvre ton esprit,
vers une expérience partagée avec un être cher, vers la constitution d'une épargne de liberté qui te permettra, un jour, de souffler, de changer de voie, de prendre un risque calculé. Il y a aussi le rapport au travail. Tant que tu vois ton emploi uniquement comme un moyen de gagner de l'argent pour payer tes factures et tes symboles de statut, tu es dans un rapport de servitude. Même si ton salaire est élevé. Parce que ta motivation est extérieure à toi. Elle est dictée par la peur de perdre ce salaire. Que se passerait-il si tu commençais, parallèlement, à cultiver un autre rapport à ce que tu fais? À y chercher du sens, de la maîtrise, une contribution qui te ressemble. Même dans les tâches les plus ingrates, il y a parfois une marge de manœuvre, une façon de les accomplir qui soit plus alignée avec tes valeurs. Et souvent, en changeant ce regard intérieur, tu deviens meilleur, plus engagé, plus créatif. Et cela, paradoxalement, peut devenir ta meilleure garantie de sécurité professionnelle, bien plus qu'une soumission peureuse. Tu deviens moins remplaçable, non parce que tu es un rouage parfait, mais parce que tu apportes une qualité humaine unique. C'est une forme de ta vertu, appliquée au monde professionnel. Et puis, il y a la relation aux autres. L'emprise financière prospère sur l'isolement et la honte. On n'ose pas parler d'argent, de ses difficultés, de ses choix marginaux. On garde pour soi ses inquiétudes, on entretient soigneusement une façade. Briser cette loi du silence est un acte libérateur d'une puissance incroyable. Quand tu oses dire à un ami de confiance, « Je ne pars pas en vacances cette année, je préfère mettre cet argent de côté pour un projet qui me tient à cœur, ou je réduis mes dépenses parce que la course à la consommation ne me rend pas heureux », tu fais deux choses. Premièrement, tu t'affirmes. Tu sors du consensus muet. Deuxièmement, tu ouvres une porte. Tu permets à d'autres, qui ressentent la même chose mais n'osaient pas le dire, de se reconnaître et peut-être de suivre leur propre voie. Tu construis une micro-communauté de valeurs différentes, où le statut ne se mesure plus à la marque de ta montre, mais à la clarté de ton regard et à la paix de ton esprit. Machiavel savait que l'alliance est une source de puissance. S'allier avec ceux qui partagent ta vision d'une vie plus libre est une stratégie bien plus puissante que d'affronter seul le poids du regard social. Ce chemin vers la libération n'est pas linéaire. Il y aura des reculs. Des jours où la peur reprendra le dessus. Des moments de doute où tu te demanderas si tu n'es pas en train de faire une terrible erreur, de te marginaliser, de rater ta vie, au sens où la société l'entend. C'est normal. C'est humain. L'important n'est pas d'être un héros insensible, un moine détaché de toute matérialité. L'important est la direction générale. Est-ce que, globalement, tu avances vers plus d'autonomie, plus de choix conscients, plus de sérénité? Est-ce que les décisions que tu prends sont de plus en plus guidées par tes convictions profondes, et de moins en moins par la crainte panique du jugement ou de la pénurie? Chaque petit pas compte. Refuser un achat impulsif, c'est une victoire. Négocier une heure de travail pour avoir plus de temps pour toi, c'est une victoire. Passer une soirée à discuter de choses importantes au lieu de scroller sur des publicités, c'est une victoire. Ce sont ces petites victoires, accumulées, qui font tomber les murs de la prison, brique après brique. Pense aussi à la notion de legs. Quel est l'héritage que tu veux laisser, pas nécessairement en termes matériels, mais en termes d'exemple? Veux-tu montrer à tes enfants, à tes proches, qu'une vie réussie est une vie de course effrénée, d'endettement et de stress pour maintenir des apparences? Ou veux-tu leur montrer qu'il est possible de vivre avec courage, de définir ses propres critères de réussite, de privilégier le temps et les relations à l'accumulation d'objets? En te libérant toi-même, tu ouvres un chemin pour les autres. Tu deviens un exemple de ce que Machiavel aurait pu appeler un nouveau prince, quelqu'un qui instaure un nouvel ordre des choses, non par la force brutale, mais par la force de l'exemple et la constance de sa vertu. Nous pourrions parler longtemps des techniques pratiques, budget, investissement, frugalité heureuse. Mais toutes ces techniques ne sont que des outils. Sans le changement d'état d'esprit profond dont nous parlons depuis le début, ces outils ne sont que de nouvelles chaînes, une autre forme d'obsession contrôlante. L'essentiel est dans le rapport à soi. Apprendre à se faire confiance. Apprendre à distinguer sa propre voix du cœur des influences extérieures. Apprendre à tolérer l'inconfort temporaire d'être différent, pour goûter la joie durable d'être aligné. Imagine-toi, dans quelques années, regardant en arrière. Vois-tu la personne que tu es aujourd'hui, anxieuse, peut-être un peu prisonnière de ces chaînes invisibles? Que lui dirais-tu? Probablement des mots de douceur et de courage. Probablement tu lui dirais que la plus grande richesse est déjà en elle. Qu'elle a en elle les ressources pour faire face. Que le regard des autres finit par se lasser, se tourner ailleurs, et qu'il ne reste alors que toi avec tes choix. Alors, commence dès maintenant à te parler comme cette personne future, sage et apaisée, te parlerait. Sois ton propre prince éclairé, qui protège son royaume intérieur des invasions de la peur et de la vanité.
C'est un chemin de libération qui est aussi un chemin de connaissance de soi. Plus tu te connaîtras, moins tu seras influençable. Plus tu seras ancré dans ce que tu es vraiment, moins les tempêtes financières ou sociales pourront t'emporter. Tu deviendras comme un arbre profondément enraciné. Les vents peuvent faire bouger tes branches, ta situation matérielle peut fluctuer, mais ton tronc, ton essence, reste droit et solide. Et c'est de cette solidité intérieure que naît la vraie liberté. La liberté de choisir. La liberté de refuser. La liberté de construire une vie qui ne ressemble qu'à toi. Alors, prends une grande respiration. Sens l'air entrer dans tes poumons. Cet air est libre. Et toi aussi, tu peux l'être. Cela ne signifie pas rejeter toute matérialité, vivre dans le dénuement. Cela signifie reprendre les rênes. Cela signifie que l'argent redevient un outil dans tes mains, un serviteur utile, et non plus un maître exigeant et capricieux. Cela signifie que tu peux regarder les chiffres sur ton compte sans angoisse, mais avec lucidité et même avec un certain détachement serein, parce que tu sais que ta valeur, ton identité, ton bonheur, ne sont pas contenus dans ces chiffres. Ils sont en toi, dans tes relations, dans ton esprit, dans ton cœur. Ce voyage de plus de 20 minutes touche à sa fin, mais le tien, à toi, ne fait que commencer. J'espère que ces mots t'auront accompagné comme un ami parle à un ami, dans la pénombre et la confidence. Si cette conversation a trouvé un écho en toi, alors ne la laisse pas s'éteindre. Emporte-la avec toi. Réfléchis-y. Et si tu veux continuer à cheminer avec cette perspective, à explorer d'autres facettes de cette liberté intérieure face aux pressions du monde, alors je t'invite vraiment à t'abonner à cette chaîne. Active la petite cloche de notification, pour ne manquer aucune de nos prochaines rencontres. Parce que chaque pas compte, et que parfois, il est bon de se rappeler que nous ne sommes pas seuls à chercher notre voie hors des sentiers battus. Partage cette vidéo si tu penses qu'elle peut éclairer le chemin de quelqu'un d'autre. Laisse un commentaire, dis-moi ce qui t'a parlé, ce qui a résonné. Cette conversation, c'est la nôtre. Et surtout, souviens-toi, le plus grand pouvoir, le pouvoir qui ne peut être enlevé, c'est celui que tu as sur ton propre esprit. Cultive-le, chéris-le, et libère-toi.